Maxime Prigent, dirigeant. Normalement, c'est bon. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais. Moi, je me vois pas. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon. On te voit très bien, donc c'est le principal. C'est bon. Du coup, Maxime, je te demandais comment se passe pour toi le confinement? Le confinement, sur le plan personnel, ça se passe bien, mais c'est vrai que toutes ces décisions de la FFF, on était suspendus, on a attendu très longtemps, on savait pas du tout ce qui allait se passer, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stress. Mais après, sur le plan personnel, la santé, les proches, de mon côté, tout va bien. Justement, est-ce que vous arrivez à échanger avec vos joueurs? Comment s'est passée cette attente en fait? Bah oui, on a un groupe de toute façon, un groupe WhatsApp où on donnait les informations, mais c'est vrai que très rapidement, on a vu qu'on ne pourrait pas reprendre. Enfin, je veux dire, c'était un peu un faux suspense quand on voyait un peu ce qui se passait en Europe entière. Je pense qu'il y a que la FFF qui savait pas trop si on allait pouvoir reprendre ou pas. Nous, clairement, on savait qu'on s'est entretenu, on s'est dit s'il faut qu'on soit en avance sur les autres, si ça reprend, il faut qu'on arrive à marquer des points et on sera là, on sera précis. Mais le premier championnat qui a été annulé, c'est le championnat U17 NAS et U19 NAS où tout de suite la FFF a dit il y aura pas de phase finale. Donc, on savait qu'en gros, c'était pas la priorité de la FFF. Les jeunes en U17 NAS ou U19 NAS, c'était pas la priorité. Comment eux, ils ont vécu justement cet arrêt des compétitions? Bah, ils étaient très très frustrés. C'est-à-dire que là, on était en train de revenir complètement dans la course au maintien. Il y avait une vraie dynamique. Au-delà de ça, en plus, au-delà de cette course, voilà, il y avait vraiment un nouveau challenge puisque moi, je suis arrivé en janvier. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse dynamique sportive. Il y avait du plaisir. Les gens, ils venaient à l'entraînement. Il y avait vraiment une grosse dynamique. Et c'est vrai que, ça a coupé court. Et puis, en plus, avec cette période de stress, on savait pas du tout ce qui allait se passer. Et c'est vrai que, c'était vraiment compliqué à gérer. Justement, on va revenir sur cette situation. Donc, vous arrivez à la trêve, vous gagnez 2 matchs, vous en perdez 2. Vous êtes à 8 points avec un match en retard sur le 11e Drancy. Il reste 21 points à prendre. Forcément, quand on fait le calcul, on se dit tout est jouable, tout est possible. Et c'est surtout qu'en plus le vrai problème, c'est qu'en fait la jeunesse d'Aubert, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu un club un peu particulier. C'est un club qui a pas de seniors, c'est que des jeunes. On est au plus haut niveau chez les jeunes, U14 R1, U17 NAS, U18 R1 et les U17 NAS, c'est l'équipe Pagnon, c'est notre équipe 1. Et c'est vrai que pour nous, le club a mis le paquet, c'est-à-dire que à la trêve, on est mal embarqué. Il y a pas les résultats escomptés, mais le club abandonne pas. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se résigner en disant bon voilà, c'est pas grave, non, ils ont été me chercher, ils sont venus en me disant voilà, on a un projet, on veut recréer une dynamique. Direct, les 2 premiers matchs, on va battre Drancy là-bas, on enchaîne en battant Nancy chez nous, donc on revient à 4 points de Drancy à ce moment-là et du fait de se maintenir. Et derrière, on va perdre à Mulhouse, une équipe solide, en faisant des petites erreurs, et derrière, on perd contre les leaders chez nous, Metz à la 93e. Sur un but bizarre, mais c'est vrai que la dynamique était là. Et derrière, là où tu disais, oui, tout était jouable. Tout était jouable. Surtout qu'en plus, tu regardes le calendrier. Nous, on avait joué toutes les équipes de tête. Et nos adversaires directs devaient jouer les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes. Donc, forcément qu'au niveau du calendrier, là, notre carte, on l'avait à jouer. En plus de ce match en retard, tout était vraiment redistribué, tout était jouable parce que la dynamique sportive, c'est très, très important. Et vous, en plus de Strasbourg et de l'Estac qui était et de Fény qui sont dans le haut du tableau, il vous restait quand même un déplacement à Montfermeil, la réception de Sedan 12e, un déplacement à Reims et la réception de Torcy. Donc c'était un calendrier qui était totalement jouable parce que quand on fait le classement depuis mon arrivée sur les 4 derniers matchs. Donc sur les 5, on va dire, parce que le match en retard n'est pas forcément un match gagné, on se retrouve à la 6e place. Donc ça veut dire que sur 14, on est dans la 6e dynamique avec un match en retard. Donc tout est jouable. Et derrière, quand on sait que nous, en plus, nos adversaires directs allaient devoir jouer Metz, Strasbourg, qui devaient jouer les playoffs, qui devaient se battre pour jouer les playoffs. Et en plus, je crois que il y avait un des 2 matchs qui était là-bas. Bref, c'était très compliqué pour eux. Nous, on jouait des clubs non professionnels qui étaient maintenus et qui allait forcément préparer la saison prochaine en faisant jouer potentiellement beaucoup de 2005. Donc nous on avait tout anticipé là-dessus et c'est vrai que le calendrier il était ultra favorable pour nous. Et malheureusement voilà la FFF, parce que c'est pas le Covid, c'est la FFF qui nous a
couper l'herbe sous le pied. Oui. Et justement, alors là, comment ça va se passer pour vous? Est-ce que vous avez engagé un avocat pour pouvoir porter le dossier au CNOSF? Comment ça se passe? Oui, le club a engagé un avocat parce que c'est vrai qu'on peut pas accepter ce genre de décision. Je veux dire qu'il y ait un débat sur les montées, sur le comptage de points, etc. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. On peut comprendre tous ceux qui sont un peu frustrés par la montée. Mais là, on parle quand même de la survie d'un club. Nous, nos 17 NAS, c'est en plus le club de d'Aubert, c'est une dimension sociale. Aubervilliers, c'est un contexte social particulier. La jeunesse, faut savoir l'encadrer. C'est un projet de longue haleine de monter en 17 NAS. Ça s'est pas fait comme ça. Les gens, ils travaillent sur le long terme, etc. Et là, on vient et on dit bon désolé, hein, nous pas de coronavirus. En U17 NAS, pas d'adaptation par rapport au district, par rapport à la ligue. Nous, la FFF, on gère nos championnats. Là, il y a trois descentes. Voilà, c'était prévu 3 descentes. On fait 3 descentes. On s'adapte pas. Alors que la formule qui est tout le temps dit, c'est à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et là, les décisions exceptionnelles, c'est des décisions qui sont contraires à toute équité sportive. Et donc, évidemment, on a pris un avocat et on ira jusqu'au bout, au CNOSF, au tribunal s'il faut aller au tribunal. Mais même si ça prendra du temps, quoi qu'il arrive, on ira au bout. Vous contestez, pour qu'on soit clair, vous contestez le fait que il y ait cette double décision, c'est-à-dire au niveau national, on garde ce qui est prévu dans les règlements, et par contre au niveau Ligue District, non mais c'est bon qu'une seule descente. Enfin après, moi je parle en mon nom, je parle pas en question du club, parce que après je laisse les présidents et le responsable technique et les avocats décider. Moi, il y a 2 choses. C'est je peux pas. La première chose, c'est je ne peux pas comprendre comment on peut, au niveau de l'équité sportive, dire il reste 7 matchs et au bout de 7 matchs, de toute façon, vous aviez qu'à faire mieux avant. Vous aviez ça veut rien dire cette formule. Vous aviez qu'à faire mieux avant. Quand on fait une course sur 100 mètres, Usain Bolt, il a jamais rien gagné sur 70 mètres. Quand un match de foot, à la 70e minute, tu perds 1-0, le match, il continue. Si le match peut s'arrêter à cause d'intempéries, c'est quoi la règle? La règle, c'est match à rejouer dans son intégralité. Et là, championnat, pour l'équité sportive, tout le monde doit rencontrer tout le monde sur un match aller-retour. C'est pas un hasard de calendrier. Il y a un calendrier pour savoir qui mérite ou qui démérite. Il faut que tout le monde se rencontre 1 fois, 2 fois chacun. À partir de quand c'est pas possible, au moins tu t'adaptes. Tu dis, bon, écoutez, on est incapable de dire que vous méritez ou que vous méritez pas. Il y aura au moins pas de descente. Encore. Ça, c'est mon point de vue. Toutes les fédérations de football européennes, le Portugal, la Suisse, l'Angleterre, il y en a d'autres qui vont emboîter le pas, on dit au moins pas de descente. Il y en a qui ont dit saison blanche. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour l'équité sportive, pas de descente. Au Mexique, vous avez sûrement entendu parler, pour faire en sorte que ça pérennise, pas de descente pendant 5 ans. Et nous, on est le seul endroit, la FFF, c'est la seule fédération qui s'est dit, bon, nous, on va quand même faire des descentes et on va même pas adapter notre règlement. On va faire 3 comme c'était prévu. Non, là, il y a des trucs, pour moi, c'est totalement incohérent. J'arrive pas, j'ai beau ressasser, c'est de réfléchir comment ils ont. C'est des gens qui sont, pour moi, déconnectés du terrain. Je sais plus quel est l'entraîneur qui disait ça, mais c'est des gens qui sont vraiment, qui n'ont plus l'habitude d'être sur le terrain et qui se rendent pas compte de l'investissement que ça donne. On n'est pas des professionnels, on a tous du travail, des à côté, bien sûr, qui viennent en métro de loin et et il y a même pas de, c'est inhumain. La décision, elle est inhumaine. Justement, tout à l'heure, tu parlais un peu des conséquences. Quelles conséquences peut avoir une descente du club au niveau justement du club? Quelles conséquences ça peut avoir? J'ai écouté un peu l'émission avant, ça parlait sur l'aspect financier. Moi, je pense que le financier, il y a la FFF qui a dit oui, on va vous aider, etc. Il y aura des aides, pas de problème. Mais si déjà tu veux nous aider, ne nous assassine pas. Ne nous fais pas descendre. Sportif qui avant tout, c'est des jeunes qui veulent avoir une chance de s'en sortir, qui veulent voilà être repérés. Le fait de perdre des U17 NAS et surtout de cette façon-là, ça veut dire que il y a un vrai sentiment d'injustice. Le 93, c'est l'un des départements le plus touchés par le coronavirus. Ça veut dire que potentiellement, et on le sait, moi on a entendu puisqu'on se parle, il y a des proches qui ont été touchés par le coronavirus. Et en plus, tu leur donnes double peine, tu leur dis, en plus, vous vous défendrez pas jusqu'au bout, même si vous êtes en dynamique sportive ou quoi que ce soit. Voilà, trop tard, il reste 7 matchs, c'était trop tard pour vous, on s'adapte pas, on vous descend.
les conséquences, c'est plus. Enfin, après, moi, le club, je suis sûr et certain, ça travaille bien chez les jeunes. J'ai confiance. On va recréer une dynamique sportive. Mais au niveau de l'injustice et le message qu'on envoie, le message, il est catastrophique. Tout à l'heure, on a parlé du groupe, comment ils vivaient cette période. Comment eux, justement, ils ont vécu cette injustice? J'ai pas parlé avec beaucoup de monde, mais j'ai pas trop les mots pour leur dire. Je leur ai juste dit que j'étais extrêmement fier d'avoir travaillé avec eux, parce que franchement, c'est un groupe qui était pas du tout à sa place. Vraiment, c'est quand on arrive à Zizé avec Metz et au point dans un match de boxe contre Metz, même Sylvain Marshall, qui était l'entraîneur des 17, il m'a dit ouais, on mérite pas. On a fait vraiment des matchs de très bonne qualité, vraiment de très bonne qualité. Il y a des joueurs qu'on a même fait signer, notamment notre défenseur central Djibril Amego qui a signé à Amiens. On en a eu d'autres qui sont envoyés en détection. On avait vraiment un groupe de qualité. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment vraiment de dire mais ils n'ont pas le droit de nous faire ça. C'est-à-dire que se battre, venir à l'entraînement, on est repris en janvier plus tôt, dans l'hiver, etc. Il fallait il y a eu cette cohésion qui est née et on a trouvé ça. Mais encore une fois, pour moi c'est faut pas aimer le sport. Voilà. Faut pas aimer le sport pour faire un truc comme ça. Est-ce que la Ligue de Paris-Île-de-France vous a soutenu? Alors ça, par contre, je sais pas du tout. Quand je sais pas, je préfère ne rien dire. Je sais pas du tout. À ma connaissance, j'ai pas reçu. J'ai pas entendu de soutien de la part de la Ligue. Après, la Ligue, je pense que j'ai vu une interview de Jamel Sanjak qui disait qu'ils n'avaient pas été consultés pour les seniors national 3. Alors, à mon avis, sur les U17 NAS, U19 NAS, franchement, ça m'étonnerait que la Ligue, ils aient été consultés. À mon avis, ils ont fait leur petite sauce à eux, dans leur coin. Ils ont fait leur règlement, avec leurs 3 descentes. Et on sera le seul championnat en Europe où il y a pas d'adaptation et où il y a 3 descentes, malgré le fait qu'il restait 7 matchs. Voilà, on sera le seul. Mais les clubs non plus n'ont pas été sondés. Bah, le truc, c'est que, pour moi, de toute façon, c'est un classique que les clubs ne soient pas sondés. Voilà. Moi, je veux pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le débat politique sur Noël Le Graët, était compétent ou était pas compétent. Il y a énormément d'injustices qui ont été faites dans l'histoire du football, où on a au moins des sentiments d'injustice. En général, l'affaire Luznac, pour moi, c'est une des références que tout le monde cite, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, sur le long terme, ils sont pas montés en Ligue 2, mais le tribunal leur a donné raison. Ils ont eu une compensation financière. Donc, faut pas penser que à chaque fois, la FFF, on peut pas les toucher. Ils sont intouchables. Non, il y a quand même une justice. Et quand on fait quelque chose de mal, on peut être corrigé. Je pense que la FFF là, c'est complètement planté. J'espère vraiment qu'ils seront corrigés. Mais on n'a pas. Oui, je pense que la consultation, oui, ça pouvait être une solution. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression, et ça, c'est mon avis personnel, que la FFF a réussi à nous opposer les uns les autres. C'est-à-dire que ils ont commencé à dire ouais, pas de saison blanche, et du coup, ceux qui étaient en position de monter se sont dit oh là là, faut surtout pas de saison blanche parce qu'on mérite de monter. On a fait les 3 quarts de la saison, on a une opportunité de monter, et du coup, ils ont dit ouais non, pas de saison blanche, c'est comme ça, on fige les classements. Et ceux qui étaient en bas ont dit ouais mais non, c'est pas logique. On peut pas sanctionner, t'étais pas sûr de monter, mathématiquement tout peut arriver dans le football, c'est pas parce que t'as 1 point ou 3 points, même 5 points d'avance, il reste 7 matchs, en fonction du calendrier, tu peux perdre ton titre. Et du coup, la FFF, avec sa décision de décider de dire ouais, on va faire des relégations, ils ont réussi à opposer ceux qui voulaient absolument monter et ceux qui voulaient pas descendre. Alors que voilà, ça pour moi c'est un tour de force de la part de la FFF. Il y avait une façon claire et nette de mettre d'accord tout le monde, toute personne. Si par exemple la FFF aurait dit bon écoutez, on va geler les classements. Ceux qui sont en tête, vous allez monter. Ceux qui sont derniers, vous ne descendrez pas. Et on fera des poules de 14 en ligue et en district. Et on fera des poules de 16 ou de 16 ou faire un groupe supplémentaire en U17 parce que c'est possible puisqu'on est plein. Des groupes plus importants dans le championnat de l'année prochaine. Pour la peine, on supprimera les coupes. On enlèvera les coupes pour faire en sorte que le calendrier soit pas surchargé et à titre exceptionnel, il y aura pas de coupe l'année prochaine et comme ça au moins le calendrier ça sera respecté. Tout le monde aurait dit oui. Les relégués encore se maintenir. Ceux qui étaient condamnés, eux de toute façon on les descendait. Ceux qui avaient fait forfait général ou qui étaient descendus administrativement, ils descendaient. Et tout le monde aurait dit oui. Tout le monde aurait dit voilà, bravo la FFF, là bravo c'est bien, on a mérité. Il y aurait eu des pas contents quand même, les 3e qui auraient dit ouais mais je pense qu'on aurait pu monter, etc. Oui, c'est normal. C'est normal. Souci. Et derrière,
ça aurait fait les débats qu'on est en train de faire. Il y aurait eu quand même un appel, etc., et un calcul. Mais là, au moins la FFF serait sortie grandie. On aurait dit voilà, à situation exceptionnelle, on comprend le malheur. On va pas rajouter du malheur au malheur. Déjà, on va essayer d'être juste sur l'équité sportive, pas de descente. Et là, moi, je pense que le football amateur on aurait tous poussé dans le même sens en disant voilà, c'est une bonne décision, on va passer à autre chose, vivement septembre qu'on reprenne. Là, et c'est un sentiment d'injustice. Enfin, je veux dire, je calcule même plus le nombre de recours et le nombre de reportages qui ont été faits sur le fait de sentiment d'injustice. Encore une fois, même je pense à Bamba de Torcy, voilà, qui pareil, s'il est exactement pareil dans la même situation que nous. Il est en train de dire ouais, on avait joué les premiers du classement, on était en train de remonter oui, bien sûr. Pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, je pense que la FFF a réussi à nous opposer les uns les autres. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de mieux faire. Est-ce que justement, en essayant de choisir la moins mauvaise solution, ils sont pas un peu emmêlés les pinceaux justement en prenant aussi le temps aussi, parce qu'ils ont quand même pris beaucoup de temps avant d'annoncer quelque chose. Encore une fois, je pense que dans la gestion du temps, nous, ça nous a énormément stressé parce qu'on savait pas du tout. Puis il y avait des échos à chaque fois. On a des échos que ça va être ça. C'était horrible à attendre. C'était vrai. Quand on a entendu, ouais, ça va être que le premier qui monte et que le dernier qui descend. Dans notre tête, on s'est dit, ah bah, même si c'est pas bien pour les derniers, nous, ça nous sauve. Moi, je pense pas qu'au niveau du temps, je pense qu'ils ont eu raison s'ils avaient annoncé trop tôt, par exemple. Ils avaient annoncé trop tôt. On arrête les championnats. Et que après, bah, miracle, on trouve un traitement où il y a un vaccin. On aurait dit, ah bah ouais, mais ils ont arrêté les championnats, ils ont fait n'importe quoi. Moi, le timing, je peux le comprendre. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est la décision finale. Est-ce qu'ils se sont emmêlés les pinceaux? Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je veux dire, c'est évident qu'ils ont pris une décision. Alors, est-ce que même le coup de faire appel au ministère des Sports, j'ai l'impression qu'ils ont pris leur temps pour pouvoir se couvrir juridiquement. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va pas attendre. Nous, de toute façon, notre idée, elle est arrêtée, on est buté. On n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie de rembourser les licences. On va pas faire saison blanche, c'est sûr. Et par contre, on va quand même faire des relégations et puis on va juste se blinder juridiquement. Et c'est vrai que t'as l'impression, c'est toujours les gentils qui se font avoir par le système. Juste une chose sur ça, sur leur ordonnance. Moi, je fais appel au ministère. Je pense que le ministère doit vraiment demander, c'est le ministère qui doit demander à la FFF de remettre un peu de justice là-dedans, un peu de justice sociale et de dire, OK, vous vouliez faire ça, on le fera la prochaine fois. Mais allez voir l'article 2 du Code civil français. Une loi ou une ordonnance ne peut pas être rétroactive. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si, par exemple, je dis n'importe quoi, moi, je suis à la loi, mon copain écrase quelqu'un, je refais une loi rapidement en disant, bon, à partir de maintenant, on a le droit d'écraser quelqu'un. Ouais. Hop, je fais voter la loi. Bah, du coup, il avait le droit. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas comme ça. Et c'est une des bases du droit français. Une loi n'est pas rétroactive. Donc ça, pour moi, il y a quelque chose, voilà, les arrangements entre les puissants. Je pense que là, j'espère vraiment que ça passera pas parce que la ficelle est un peu grosse quand même. Ouais, exactement. Ben écoute, merci beaucoup Maxime de nous avoir accordé cet entretien. C'était extrêmement intéressant. On va suivre également via également Julien dans la partie Île-de-France. On va suivre un petit peu tout ça et puis en espérant qu'il y a quelque chose de positif pour vous également la saison prochaine. On espère pour tous. Voilà, exactement. Merci beaucoup Maxime. Avec grand plaisir. À bientôt.